Finalement, suite à une affaire, j'ai été en prison. J'en ai pris pour 6 ans, et puis j'ai été libéré. Je n'avais plus rien à faire. Alors j'ai écrit un livre sur ma vie. Un réalisateur l'a lu. Il m'a demandé s'il pouvait l'adapter au cinéma. Puis il m'a proposé de jouer le rôle principal. Je lui ai dit que je n'étais pas acteur et que je n'y arriverais jamais. Mais il a insisté pour que j'y participe. Et il se trouve que le film a eu un succès phénoménal. Quand Ando est sorti de prison, son clan était complètement dispersé. Il l'a donc dissous. Et il est revenu dans le droit chemin, si je puis dire. Il est devenu acteur de cinéma et il a joué dans 3 ou 4 films, dont un sur le clan Ando que j'ai moi-même réalisé. Au-delà de son jeu d'acteur, il avait un charisme exceptionnel. C'était dû au fait qu'il avait appartenu au milieu, mais aussi à sa présence à l'écran. Il était très cinégénique. Noboru Ando était plutôt bel homme, très apprécié du public japonais. Il ressemblait un peu à Alain Delon. C'était le beau gosse du milieu yakuza. Voici l'album personnel de Monsieur Ando. Ce sont des images de la dissolution de son clan, c'était en 1964. Toute la presse avait été conviée. Il y avait même des journalistes étrangers. Jamais une dissolution de clan yakuza n'avait été rendue publique, c'est pour ça qu'il y avait autant de journalistes. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice. Yeah. Salut les kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 17, épisode 41. Cette semaine, émission révolte, révolution et désillusion. Passer son temps à faire les 400 coups, mourir jeune plutôt que vivre à genoux. L'époque laisse tomber la rage, il vaut mieux être voyou plutôt qu'être sage. Tête haute et toujours fier, ils ont gardé en eux les souvenirs d'hier, se prévenir contre l'avenir, se dire que demain pourra toujours être pire. Enfin bref, il est 19h et comme disait Peter, c'est l'heure. Eh oui, vous êtes bien dans l'Intendant Godard, l'émission de cinéma qu'elle est mieux que les autres. Et donc, vous l'aurez peut-être compris via cette citation d'une chanson de... Trust. Non, de pas loin, de Brigada Flores Magone. Donc, il sera question ce soir d'orage et de jeunesse à l'occasion de la parution aux éditions Façonnage d'un livre de Stéphane Duménildo, une histoire du cinéma rebelle japonais, et chez Spectrum Film d'un coffret contenant les 2 films de... Kazuo Mori, A Certain Killer et A Killer's Eye, donc occasion pour faire une émission spéciale consacrée au cinéma enragé japonais de l'après-guerre et notamment des années 60 et des années 70. Et pour parler de ce jeu autour de cette table, il y a bien évidemment la fine fleur de la critique du Grand Ouest à ma gauche, toujours à ma gauche, il a carrément fleuré. Bonsoir Thibaut. Salut Thomas, salut à toutes et à tous. Il y a également le docteur Erwan. Bonsoir docteur. Bonsoir. Avec nous, un jeune padawan, Léonard. Bonsoir, Léonard. Bonsoir. Donc voilà, qui est le padawan de notre camarade Melvin Z, qui est derrière comme une figure tutélaire dans le studio pour veiller un petit peu sur la jeunesse, exactement. Donc voilà, Léonard qui est venu de la lointaine et hostile région parisienne jusque dans les terres hostiles du fond de la Bretagne pour son stage de seconde, et voilà, qui donc assiste à cette émission et qui évidemment aura la parole à la fin de l'émission. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Et pardon, j'ai oublié, il y a Margot à la mise en son de cette émission. Bonsoir Margot, quand même. Oui Thibaut ? Non, rien du tout. D'accord. Donc voilà, ce sont les forces en présence. Avant de passer à la section critique de cette émission, quelques nouvelles neuves de tête de ligne. Un seau de merde, docteur. Il m'a jeté un seau de merde en pleine figure. Alors les agendas locaux pour commencer, nous vous rappelons que ce dimanche, dans le cadre des films du dimanche soir proposés par nous-mêmes et nos meilleurs amis du cinéma mort, je vois que tu avais déjà oublié Erwan, ce sera donc Indiana Jones et le Temple Maudit qui passera ce dimanche à 20h, ça va être super chouette et ça va donner faim.
Tu viendras, Héron ? Oui, je serai des vôtres. Très bien. Et d'autant que vous pourrez en profiter, puisque donc ce même dimanche jusqu'à mardi soir, ce sera le début de la fête du cinéma. Les places seront à 5 $ européens. Formidable. Exactement, c'est super, quelle belle opération. Tu vas pouvoir aller voir plein de comédies navrantes. Exactement. Ça va être super. Ça va être super. Oui. Mais d'autant que le même jour, vous pourrez aussi aller voir à l'Arvor à 18h que La Bête-Mère de Claude Chabrol en copie restaurée, parce que j'avais déjà évoqué il y a quelques semaines, mais les films de la meilleure période de Claude Chabrol, donc celle des années 70, ont été coproduits par le Margoulin de Genovese. Les droits ont enfin été débloqués, donc il y a tous les films de cette carrière, les pompidoliennes, donc comme on l'appelle, qui ont été restaurés et qui vont ressortir. Normalement, ils repasseront à Rennes. Et c'est un des rares films qui se passe à Quimper. Exactement, c'est vrai. Il a tourné 6 fois en Bretagne, Claude Chabrol. C'est un des rares. Concarneau, Quimper, Dinan. C'est le deuxième, parce que celui avec Aznavour et Serrault, les Fantômes du Chapelier, c'est à Concarneau. Alors c'est censé se passer à Concarneau, mais c'est en fait tourné à Quimper et à Morlaix. Voilà, très exactement. Mais là, par contre, quand les bêtes meurent, ça se passe à Quimper. Voilà. Même si chez toi, dans le terre-terre. Même si c'est pas tourné à Quimper en tant que tel. Sur les terres de Terracine. Exactement. Sur les terres de mes ancêtres. Ça te rappelle le pays. Exactement. Et les galettes au beurre. Exactement. Donc voilà, c'est tout. Il ne se passe pas grand-chose sinon. Et donc, dans les sorties nationales, eh bien, demain sort F1 Copyright, le film, c'est le titre du film, il y a le gros copyright. C'est pas une adaptation d'un jeu vidéo, le F1 en question, non, c'est F1... L'adaptation du sport. C'est produit donc par les mecs qui ont la Formule 1, qui depuis quelques années font un gros lobbying pour essayer de rendre cool la Formule 1 auprès des jeunes, et visiblement ça marche. Et donc là, ils font... Ça a déjà été cool, la Formule 1 ? Je sais pas. Et donc voilà, réalisé par Joseph Kosinski, avec Brad Pitt qui a 65 ans, va essayer de nous faire croire qu'il en a encore 45. Voilà, avec Javier Bardem, on espère qu'il fera n'importe quoi. Mais bon, un film sur la Formule 1, c'est bon, on s'en fout quand même. Oui, après, il y a le réal. Déjà, il y a le réal, et 2, si on veut regarder un bon film de Formule 1, autant regarder le documentaire sur Ayrton Senna. Exactement. Et si on veut un bon film de voiture, on regarde Jour de tonnerre, bien évidemment. Oui. Il y aura peut-être bientôt une suite d'ailleurs, malheureusement. Terrible. Oui, sinon, j'ai vu ça. Sinon, sortie... Ça s'appellera Jour de tonnerre au pluriel, entre parenthèses. Entre parenthèses, 3 petits points. Sinon, rayon c'est un film, ça, c'est une comédie dramatique française. Français après 40 jours et 40 nuits, après 6 jours, 7 nuits, et après 13 heures, voici 13 jours, 13 nuits de Martin Bourboulon, le réalisateur des 3 Mousquetaires qui était sorti les années précédentes, et qui donc raconte la sortie de l'ambassade française en Afghanistan au moment du retour des talibans en 2021, quand Frédéric Lefebvre était l'ambassadeur de France en Afghanistan. Et donc c'est basé sur ce bouquin. C'était Lefebvre. Ouais. Voilà, avec Roche Dizem qui va dire il faut aider quand même. Mais bon, c'est Martin Bourboulon, donc c'est probablement. J'espère qu'ils diront Zadig et Voltaire à un moment. Oui, c'est vrai. Sinon, rayon comédie. C'était Frédéric Lefebvre. Eh oui. Mais comme quoi, tu peux être un gros nulard et te retrouver. Le mec, il est en Afghanistan. Bon, remarque, j'imagine que quand t'es un gros nulard, c'est là que tu te retrouves. Oui, en général. C'est pas New York. Non, tu vas en Birmanie, tu vas en Afghanistan. Voilà, on t'envoie dans les pays de merde. On espère vaguement que tu vas te faire buter. Dans des pays de merde, non mais quelle intolérance. Dans des pays dans des pays avec des situations de merde, plus exactement. C'est compliqué. Puisque l'Afghanistan est un grand pays avec une grande civilisation, mais c'est pas gégène depuis 40 ans quand même. Au bas mot. Sinon, rayon comédie française, il y a Le Grand Déplacement, le nouveau film de Jean-Pascal Zadi avec la première équipe africaine qui va dans l'espace. Pourquoi pas. Les retours sont très négatifs, donc ça donne envie. J'ai envie de dire. C'est une sorte de Rasta Rocket, mais dans l'espace. What could go wrong? Bien sûr. Alors sinon, il y a un film qui s'appelle M3 GAN 2.0. J'imagine que c'est Megan 2.0, donc la suite de Megan sur une poupée maléfique robotique. J'ai pas vu ça. Non. J'en ai rien à foutre. Je crois que c'est des trucs Blumhouse ou compagnie. T'as vu ça, toi? Non. J'en ai rien à foutre. Voilà. Sinon, il y a Ange avec l'accent, avec le nouveau film de Tony Gatliff qui se passe dans le monde des Gitans. Bien joué. Avec Arthur H. D'accord. Voilà, qui a un chapeau et qui du coup joue un gitan. Sinon, il y a un polar qui s'appelle Once Upon a Time in Gaza. Je ne sais pas si ça a vraiment été tourné à Gaza, mais en tout cas, le film a été tourné il y a 2 ans, je crois, un truc comme ça, donc c'est éventuellement possible. Donc, il y a un polar qui n'est pas un documentaire, mais qui est un pur film de fiction. Il y a le nouveau film de Kate Forzani, dont on n'avait pas une nouvelle, et c'était bien heureux depuis leur adaptation de Manchette et Bastide, Laissez bronzer les cadavres. Et donc, ils reviennent avec Reflet dans un diamant mort, un nouveau film fétichiste sur le polar et sur le giallo. Italien avec un super titre encore. Voilà, et une super affiche, mais bon, en général, les films ne suivent pas. Avec Fabio Testi, cette fois, qu'ils ont ressorti de son placard, et qui a l'air de toujours tenir la forme.
Et sinon, pour finir, une chose de plus, pour vous les mélomanes, il y a l'opéra pop filmé de Miley Cyrus, Something Beautiful au cinéma. Miley Cyrus, docteur? Oui, non, je suis partant à fond. Thibaut, Miley Cyrus? Quelques bonnes chansons. Flowers. Moins votre cam. Ouais, faut... Ouais. Ça manque de crin-crin, tout ça. Voilà, faut que ça soit très Wrecking Ball. Ouais, faut que ça soit très tard dans la soirée ou très tôt dans la matinée. Et avec beaucoup d'alcool dans le sang. Fair enough. À consommer avec modération, Erwan. Bien sûr. Donc voilà, nous allons passer à la section critique de cette émission pour plonger dans le monde terrible et violent du Japon, du Japon de l'après-guerre. La Toei a d'abord gagné de l'argent en idéalisant et en glorifiant les Yakuza. Puis elle a fait du bénéfice en détruisant leur réputation. C'était presque aussi malhonnête que les méthodes des Yakuza. Mais même quand on allait rencontrer des Yakuza pour les interroger, on gardait toujours nos distances. Et ça, tout le monde le savait. Donc la police n'a jamais eu quoi que ce soit à redire. C'est plutôt quand on montrait les complicités entre les Yakuza et la police, comme dans certains de mes films, que là, ça les dérangeait. Dans les années 60, le Japon sortait du chaos d'après-guerre. Il y avait énormément de mouvements de révolte d'étudiants. Les jeunes qui participaient à ces luttes étaient prêts à se sacrifier pour défendre leurs idées. Ils se battaient pour le bien du peuple. C'était l'idéologie dominante chez les jeunes japonais à l'époque du traité nippo-américain dans les années 60. De nombreux jeunes révolutionnaires sont devenus des hors-la-loi. Même s'il ne faut pas confondre les révolutionnaires et les Yakuza, ces deux communautés avaient en commun d'avoir recours à la violence pour arriver à leur fin. Et je pense que les films de Yakuza de la Toei ont trouvé écho chez ces jeunes, ou du moins les ont intéressés. À l'époque des mouvements anti-traités nippo-américains, les étudiants assistaient aux séances nocturnes des films de Yakuza de la Toei pour se préparer aux manifestations du lendemain. Apparemment, ça leur donnait du courage et de la motivation. En tout cas, c'est ce que j'ai entendu dire. En attendant Godard sur Syllab, donc c'était un extrait du documentaire Yakuza Eiga réalisé par Yves Montmayer en 2009, suivi d'un extrait musical court mais intense, antisocial par le groupe Le Scroll, donc mélange de musique noise, hardcore, avec en même temps free jazz et ska. Parce que pourquoi pas, voilà, une des belles découvertes de ces dernières semaines. Donc voilà, parce que le antisocial, il en est quand même question, donc dans le sujet dont nous avons parlé. Dès à présent, à l'occasion de deux sorties
La sortie du coffret Kazuo Mori avec ses 2 films A Certain Killer et Killer's Eyes, et la sortie du livre de Stéphane Duménildo aux éditions Façonnage de Une histoire du cinéma rebelle japonais. Donc, comme je le disais en présentation, revenir un petit peu sur justement cette période dense de l'histoire du cinéma japonais, celle de l'après-guerre, et notamment là où son cinéma était peut-être parmi les plus passionnants et les plus intéressants du monde, donc les années 60 et les années 70. Oui, c'est un petit peu ce que propose de revisiter Stéphane Duménildo dans son ouvrage aux éditions Façonnage. Une fois de plus, on a déjà parlé des éditions Façonnage, mais dans une autre collection qui sont des bouquins un peu plus compacts, qui sont des purs essais. Et là, c'est la collection où ils avaient fait paraître le bouquin de Yal Sadat sur le Vigilante et le livre de Julien Abadi sur Speed Racer, où il y a vraiment une forme assez différente. Mais j'aime beaucoup le format, très belle maquette. Oui, c'est très chez Façonnage, ils font toujours de très très beaux ouvrages, richement illustrés, avec un texte dont la qualité n'est pas moindre, parce que Stéphane Duménildo, on le connaît, il a été critique au Cahier du cinéma dans les années 2010. Il a été commissaire d'exposition, notamment pour une exposition sur les fantômes au musée du Quai Branly Jacques Chirac il y a quelques années, et donc il a fait beaucoup de travail là-dessus, et notamment il s'intéresse beaucoup au cinéma d'Extrême-Orient, on va dire de manière générale. Il avait écrit un bouquin sur Jess Franco il y a une quinzaine d'années, mais là c'est vraiment de ces sujets donc d'expertise, on va dire, et notamment sur le cinéma japonais, qui est un sujet que pour le coup il connaît très bien et sur lequel il a énormément écrit. Et avec cet ouvrage-là, il propose un peu de faire une chronologie et une recontextualisation du Japon de l'après-guerre et du système de production des films. Et dans une deuxième partie, il se concentre un peu plus sur certaines figures en fait du cinéma japonais, que ce soit des comédiens ou bien des comédiennes, mais aussi les différents metteurs en scène, comment dire, un peu marqué le genre, comme Suzuki, comme Fukasaku, comme Wakamatsu, revenir sur la figure donc de Oshima, l'auteur, hein, et donc sur toutes les contradictions de la révolte et de la révolution japonaise d'après-guerre, qui s'inscrit dans un contexte assez particulier, parce que donc vous n'êtes pas sans savoir que le Japon a perdu la Seconde Guerre mondiale, notamment après s'être pris 2 bombes atomiques sur la gueule. Et donc en 1960, il y a par une grande partie de la population japonaise des manifestations pour remettre en question l'accord ANPO, qui est donc l'accord de collaboration, colonisation, de suggestion donc des États-Unis donc au Japon, pour protéger le pays, participer à sa relance économique, en faisant en sorte qu'il ne retombe en échange de bases militaires. Notamment à Okinawa, mes souvenirs sont bons. Hein, exactement. De manière à surveiller ces cochons de Chinois et ces cochons de Coréens. Ces sales communistes. Voilà, tous ces sales communistes, exactement. Exactement, donc ce traité est assez régulièrement remis en cause, parce qu'il est vu à raison comme un système colonial qui se met en place. Pareil qu'en Corée du Sud, hein, d'ailleurs. Hein, oui. Où ça a été un peu le même système après la guerre de Corée. Oui, mais et avec le même résultat, c'est-à-dire une hostilité assez franche d'une partie de la population, notamment les plus jeunes. Écoutez, comme disait Charlie, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est clair. Donc voilà, mais c'est toujours embêtant d'être l'œuf. Bien sûr. Et donc en fait, Duménildo revient un petit peu, remet dans le contexte général du Japon, pour après redérouler les différentes phases en fait du cinéma japonais, et notamment dans sa veine la plus contestataire, ou en tout cas la plus genrée, donc c'est-à-dire vraiment dans les films de samouraï, dans les films de sabre, et puis après dans les films de yakuza et ses différentes déclinaisons, jusqu'à, on va dire, l'après 68, et comment est-ce que tout ça va évoluer avec les rapports qu'il y avait avec l'armée rouge japonaise, mais on y reviendra après. Thibaut. Oui, le livre est vraiment un très très bel objet. En effet, la maquette est hyper agréable, iconographie de dingue, avec des affiches qui sont toutes plus magnifiques les unes que les autres. Et en effet, c'est vrai que Stéphane Duménildo, alors on le connaît surtout par rapport à son travail au Cahier du cinéma. Mais c'est vrai que si on a l'occasion de le suivre, par exemple, sur les réseaux sociaux, c'est une personne qui fait qui donne à voir la richesse du pays, de la culture japonaise, mais la culture avec un grand C au sens large, et puis avec la cinématographie japonaise. Donc, en effet, rien de plus normal pour lui que de nous sortir ce livre-là,
qui est en même temps un ouvrage théorique, parce qu'il aborde en effet les questions de genre cinématographique, tu l'as dit, qui est en même temps un ouvrage historique, et un ouvrage également, du fait de l'iconographie, un ouvrage graphique. Donc, après, j'aime bien justement le fait qu'ils partent pas trop sur le terrain de la théorie et de... Alors, c'est ça qui est hyper important, parce que alors le premier, l'introduction. Il y a un peu de branlette, mais c'est normal parce qu'on aime bien dans les bouquins de cinéma. Parce que c'est le cinéma, mon cher. Mais en effet, l'introduction, elle s'appelait Michiko Kemba, remet en contexte l'accord entre les États-Unis et le Japon via le prisme de la mort de cette jeune étudiante de 20 ans qui appartenait à une section communiste. Révolutionnaire, et qui en fait au cours des manifestations a trouvé la mort, et c'est le point de départ du bouquin en fait. Et ensuite Domenildo va parler de cinéma, et ce qui est intéressant, c'est dans une approche chronothématique, c'est-à-dire qu'il fait des retours en arrière selon les genres qu'il investit. Il fait des retours en arrière, mais jamais il ne va céder à la tentation du name dropping ou du film dropping, en balançant tout un tas de références. Tout est très... Il y en a quand même qu'on note. Alors, bien entendu, il y en a, parce que ça reste quand même une cinématographie qui est extrêmement riche. Moi, il y a, je sais pas, peut-être 80% des films que je n'ai pas vus là-dedans. Mais en tout cas, vu que la lecture est ultra simple, parce qu'en effet, on va rentrer dans des conditions historiques et théoriques et esthétiques, mais pas non plus, ce n'est pas non plus un travail universitaire. Voilà. Je trouve que c'est un bouquin grand public. Je trouve que c'est un bouquin qui permet parfaitement l'introduction au cinéma japonais. C'est-à-dire que ceux qui ne connaissent que les films de Kurosawa, que ce soit Akira ou Kiyoshi, ceux qui connaissent que Ozu ou Baby Cart, par exemple, enfin vraiment les têtes de gondole du cinéma japonais, ici, ou Oshima, par exemple, ici on peut vraiment rentrer au cœur de cette double décennie qui est absolument passionnante, parce que le bouquin en fait s'arrête à peu près aux années 80 et l'avènement du capitalisme triomphant qui va faire que, et du toyotisme en fait, hein, vraiment. Et qui aura toute la vague de films hollywoodiens anti-japonais après. Ce qui va faire que le Japon va devenir cette puissance économique qu'on connaît maintenant, mais bon, à quel prix, ça on en est tous plus ou moins conscients. Mais en tout cas, c'est vraiment un bouquin que je recommande à mettre vraiment entre toutes les mains, que ce soit pour partir en voyage dans sa tête. Hein. Voilà, la fameuse marronne, le cinéma est une fenêtre ouverte sur le monde. Ici, clairement, c'est une fenêtre ouverte sur le Japon, sur une cinématographie passionnante et sur des films absolument passionnants, mais on aura l'occasion d'y revenir quand on va parler de A Certain Killer. Et il y a un dernier point que j'aime beaucoup. Alors, il y a bien entendu l'approche des genres, mais il n'hésite pas non plus à faire dialoguer le Japon avec un autre grand pays de cinéma, et c'est l'Italie. Et le cinéma italien de ces années-là. Et quand on va parler de Certain Killer, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Je me suis dit, putain, on va dire Alors, Melville peut être convoqué, bien évidemment, mais j'ai surtout pensé à Corbucci. Je me suis dit, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Et Domenildo, je lis le bouquin après, et Domenildo fait des liens avec le cinéma, la cinématographie italienne de cette époque. Et puis, il y a un ou deux clins d'œil à Fassbinder qui ne sont pas non plus pour nous déplaire. De toute façon, effectivement, sur... Le célèbre réalisateur japonais. Oui, le célèbre. Mais de toute façon, sur la concordance entre l'Italie des années 60-70, le Japon et dans une moindre mesure l'Allemagne, même si ça n'a pas forcément donné le même cinéma, il y a de toute façon, en termes historiques et politiques, des choses qui se passent, déjà parce que ce sont les trois pays qui ont perdu la Seconde Guerre mondiale et où les faits révolutionnaires et violents ont été beaucoup plus importants que par exemple en France, où finalement c'est juste Cohn-Bendit qui balance des pavés, mais il y a quand même une violence dans ces sociétés-là qui ont été beaucoup plus hardcore que quand on regarde bien, et peut-être que je me plante complètement, mais autant en France, ce qu'on appelle le cinéma militant, donc le cinéma post-68, on était plutôt on abordait la question documentaire, vraiment sur comment en fait on va donner des caméras pour aller filmer. Marqueur, Kébadian. Voilà, mais on va l'arme et voilà, et la caméra est une arme et on va aller en mode coup de poing dans la rue pour aller filmer. Mais ça passe par le réel, ça passe pas par le prisme de la fiction. Enfin moins. Ici, il y a peut-être l'an 01 de mémoire et encore c'est ça. Parce que Godard déjà il parle. Temrock aussi. Ouais, mais toi Godard déjà il parle dans les groupes Medvedkin, mais c'est vrai qu'à part peut-être le film de Faraldo avec Piccoli, donc Temrock, il y a peu de
de choses aussi radicales dans la fiction. Ça reviendra peut-être un peu après. Tu vois, il y a Louis Malle avec Milou en mai qui est convoqué également. Mais on est vraiment sur la question documentaire en France. Ici, c'est du genre de fiction dont il est question, avec des liens un petit peu avec la BD également. En fait, donc, au Japon, très intéressant. Ça part très vite dans la fiction parce qu'il y a à la fois quand même raconter le monde réel, c'est bien, mais faire de la thune, c'est bien aussi quand même. Et donc en fait, il faut forcément passer par des films de genre qui sont populaires, par la figure du samouraï, puis après donc par la figure du yakuza, parce que la figure du samouraï est pas forcément délaissée, mais elle est mise dans un autre champ, parce que de toute façon, au Japon, après la Seconde Guerre mondiale, c'est la fin de la féodalité, on rentre dans un nouveau système politique, et la figure du samouraï aussi, après, sera amenée de manière différente. Pour préciser les choses quand même, la fin de la féodalité, elle est plus vieille que ça. Hein, oui, mais genre elle date du milieu du 19e. La fin de l'empereur, mais par contre, il y a au Japon, mais quelque part, alors, peut-être pas exactement au même niveau, mais comme en Allemagne et comme en Italie, effectivement, c'est des pays losers. C'est des pays qui perdent des conflits. C'est des pays... Alors que nous, en France aussi, on a perdu, mais ça et c'est des pays qui passent en l'espace de presque 10 ans d'une société encore relativement traditionnelle à une société capitaliste moderne. Donc en fait, c'est des gens qui sont... c'est des générations en fait qui vont se retrouver. Je veux dire, le monde change à une vitesse absolument incroyable. Et chez les Japonais, il y a vraiment cette idée que... c'est d'ailleurs assez ambigu, hein, c'est-à-dire qu'il y a à la fois une volonté d'embrasser complètement le côté progressiste dans le sens de libération des mœurs, libération politique, etc. Et en même temps, il y a une nostalgie hyper importante pour justement la société traditionnelle qui se vérifie à travers les figures de samouraï. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que le samouraï victorieux, le samouraï fidèle, le samouraï loyal, qui existe encore jusque dans les années 50, va laisser la place au Ronin. Et par extension, donc c'est-à-dire aux samouraïs sans maître. Et par extension aux yakuza, qui sont aussi une forme de marginalité, mais une forme de marginalité particulière, puisqu'elle est quand même inscrite dans la société. C'est-à-dire qu'il y a un espace dans cette société pour ce type de marginalité. Pour le crime organisé. Voilà, et le crime organisé, c'est des gens qui ont, je dirais pas pignon sur rue, mais qui sont pas cachés en fait dans la société japonaise, mais qui sont au contraire, ça c'est la différence par exemple avec la mafia, c'est qu'ils font partie de la société. Voilà, ils font vraiment partie de la société. Social, Donc il y a cette idée de marginalité, et c'est vrai que c'est très curieux de voir comment le cinéma, et à mon avis déjà justement des gens comme Ozu, comme Kurosawa, mais sous un mode complètement différent, préparent en fait le terrain. Il prépare le terrain. Simplement, ce qui va changer avec Oshima, pour moi, et ensuite avec tous ceux qui suivent, c'est la radicalité. C'est ça qui va changer. Parce que finalement, l'idée de la défaite, l'idée de l'amour pour les losers, pour ceux qui ont déjà perdu, enfin tout ça, tu retrouves ça. Pour ce monde qui est finissant, pour ce monde qui disparaît, tu retrouves ça chez Mizoguchi, tu retrouves ça chez Ozu, chez Kurosawa. C'est un certain romantisme du passé. Oui, puis une espèce de poésie de la défaite, en fait, qui est assez... que moi j'aime beaucoup, d'ailleurs. Moi je trouve que moi j'aime beaucoup dans le cinéma japonais, parce que il y a quelque chose de très mélancolique, en fait, dans cette manière de voir, mais simplement qui va se lier avec une radicalité de la forme qui à mon avis dérive directement, c'est même pas à mon avis, c'est qui dérive directement d'une radicalité sociétale en fait qui est en pleine émergence au même moment. Mais ça ne veut pas dire forcément que les réalisateurs sont tous des communistes révolutionnaires. C'est le cas pour Wakamatsu, c'est le cas pour certains d'entre eux, mais pour d'autres, je pense que c'est juste que ça infuse en fait la société. Y compris chez les auteurs, parce que la grande vedette de la littérature à l'époque, donc c'est Mishima, auquel Wakamatsu consacrera son dernier film, Mishima le jour où il choisit son destin, je crois. Et Mishima, c'est quand même un vieux réac. C'est pas un vieux réac, c'est un mec de l'extrême droite. C'est un vieux salopard, quoi. C'est un fasciste. Mais un mec curieux. C'est un fasciste, mais c'est un mec curieux. Qui avait aussi des idées révolutionnaires, où en gros ils avaient peu ou prou certaines mêmes visées avec les marxistes de l'époque, mais des moyens totalement différents. Et la fin de Mishima, pour le coup, c'est vraiment partir dans le grotesque et dans le pathos avec son suicide public, mais qui, de toute façon, annonçait un petit peu la destinée de la révolution japonaise des années 60-70. Et aborde aussi du Menildo, qui est soit finir dans un geste autodestructeur comme ceux qui se suicident dans des chalets en montagne, ou alors faire comme certains cinéastes ou certains combattants japonais, c'est-à-dire rejoindre d'autres luttes, notamment la lutte palestinienne contre l'État d'Israël, où Akamatsu et Adachi réaliseront le film
FPLP, Déclaration de guerre mondiale, par exemple, qui sont des vrais films de propagande, et après ils passeront littéralement à la propagande de par le fait, donc ce qui est à dire la lutte armée, ce qui est pour ça aussi que Masao Adachi sera assigné à résidence pendant 30 ans. FPLP, on l'avait fait à la radio, il y a de ça. Oui, il y a quelques années, quand il y avait eu un film de montage des films de propagande palestiniens des années 70-80, parce qu'on n'a pas de film de propagande palestinien après 82, je crois, parce que tout a été brûlé et bombardé. À noter que la table des matières de ce film, chaque titre du bouquin de Dominique Lindo, chaque titre est déjà le titre Soleil Rouge, déjà ça pète, mais chaque super film avec Bronson mais en fait chaque titre Terence Young, exactement. Chaque titrage en fait est hyper bien choisi et te donne envie de lire. Alors bien entendu, c'est un bouquin qu'on n'est pas obligé de lire de manière j'ai envie de dire linéaire, du début. Tu lis l'intro au début pour bien te plonger dans le contexte. On peut piocher. Mais après, tu peux bien évidemment piocher selon le genre que le lecteur ou la lectrice a envie de convoquer. Mais quand Les Anges Brûlés des 60s, c'est un titre qui claque. Les Chevaliers de la Pègre, on dirait un titre de film de Fukasaku. Ça vaudra jamais le cimetière de la morale, qui est un des 10 meilleurs titres de film au monde pour moi. Le cimetière de la morale, top 3. C'est vraiment typiquement, moi je me souviendrai toujours du jour où je me suis dit il y a un film qui existe qui s'appelle comme ça, il faut que je vois ce film-là parce que ça peut que être bien, un film qui s'appelle Le cimetière de la morale. Le combat sans code d'honneur, t'avais le coffret sans combat sans code d'honneur. Et ça, le Dorme-Tempête aussi, de Kurosawa. Moi, ça fait partie de ces titres en fait où tu te dis mais non, mais ça peut que être bien. C'est pas possible qu'on te vende, c'est pas possible qu'on te vole sur un titre comme ça. T'es obligé de faire un bon film. Le cinéma japonais a un art vraiment du titre, et je trouve qu'en fait Menildo en fait s'inscrit dans cet art du titre, et je trouve que ça correspond. Je trouve ça hyper cohérent. Il y a le film de Tarayama, Je tourne les livres, Sortons dans la rue, L'Empereur Tomato Ketchup, tu vois aussi. Des films plus révolutionnaires. Tu vois, L'Empire des Sens, c'est un super beau titre. Jusqu'à, on l'appelait Scorpion. Les super films de Women in Prison, que moi dont 2002 parle aussi, justement, sur toute la franchise, la récupération à un moment donné, parce qu'en fait, la figure du Yakuza, finalement, elle a suivi un peu le même parcours que celle du roman noir en France. Donc, c'est-à-dire qu'après-guerre, le roman noir français, c'est plutôt des films qui se passent donc dans le milieu, avec les traditions qui sont mis en branle, ce côté de société secrète et de ah là là, à l'époque on avait un code d'honneur et machin. Les jeunes respectent plus rien. Voilà, exactement. Ah, mon époque, c'était la mode à l'époque. Et en fait, à partir de fin des années 60, début des années 70, comme en France, il y a eu le néo-polar, au Japon, il y a aussi un genre de néo-film de Yakuza, où il y a finalement des figures beaucoup plus libres, où il y a un cinéma plus cinéma vérité finalement qui se met en place. On montre que quand même les Yakuza, c'est pas que des gens qui aident les vieilles dames à traverser la rue et qui tuent leurs ennemis, c'est aussi des énormes fils de pute. Carrément. De toute façon, il est dit parce que chaque chapitre en fait, il y a une courte introduction qui fait une demi-page, voire une page, et en fait tout ça est dit. Et il le dit en fait, je cite en fait, le Jidaigeki, devenu un genre noir, donc le film de samouraï, devenu un genre noir et nihiliste, où pouvaient encore survivre intactes les notions de courage, d'honneur et de sacrifice. Les producteurs allaient chercher ces valeurs hors de la société légale, chez les Yakuza, se targuant de les préserver dans un Japon abattu par la défaite. Je trouve ça extrêmement bien écrit, je trouve que ça rend bien hommage en fait à tout ce genre. Et bien entendu, il faut regarder Le Cimetière de la morale. Mais le film de Yakuza, c'est justement quelqu'un comme Fukasaku, donc réalisateur du Cimetière de la morale. Moi, c'est un type. Moi, c'est quelqu'un qui a une filmographie longue comme le bras. Ouais, parce qu'il a fait déjà, je crois qu'il y en a 5 combats sans code d'honneur et 3 nouveaux combats sans code d'honneur. Voilà. Et moi, il y a Règlement de compte à Okinawa. Il y a Okita le pourfendeur. Enfin voilà, il y avait. C'est un garçon qui est resté énervé jusqu'à la fin de sa vie, parce que son dernier film complet, c'est Battle Royale. C'est Battle Royale, c'est ça. Et Fukasaku, c'est vraiment un mec intéressant, parce qu'en fait, quand tu regardes ces films du début des années 70, pour moi, c'est vraiment du cinéma nouvelle vague, quoi. C'est-à-dire, c'est tourné caméra à l'épaule avec des trucs dans la rue où tu sens que les gens derrière, ils sont pas prévenus de ce qui se passe. Enfin, tu vois, c'est vraiment du cinoche. Et avant de ça à l'époque, parce que même Face, Wakamatsu, quand il faisait ses Pinku Eiga, donc qui étaient les films érotico-porno. Il y a aussi Teru Ishii, c'est ça aussi, qui faisait aussi du. C'est ça, et en fait, notamment, il y a un film de Wakamatsu, Shinjuku Mad, où ça commence vraiment tout le début dans le quartier de Shinjuku, qui était le quartier où habitait Wakamatsu jusqu'à la fin de sa vie, donc en 2012. Il s'est fait
buté par une bagnole. Et en fait, c'était vraiment un genre de cinéma vérité, entre la fiction, mais avec un côté extrêmement documentaire, et qui est aussi des films extrêmement politiques, parce que Wakamatsu et son scénariste Masao Adachi, justement, leur principe, c'était d'investir les genres les plus putassiers et les plus populaires, en tout cas les seuls, ou des producteurs filaient de la thune à des gens qui n'avaient jamais fait de cinéma avant, donc là, en l'occurrence l'érotique, le porno, et puis les films d'action en gros, et au sein duquel, du moment qu'il y avait le quota de scènes de cul, ils pouvaient faire absolument ce qu'ils voulaient en termes de contenu. Donc ils ont fait énormément de films sur la révolution japonaise, et aussi beaucoup à la fin sur l'échec de la révolution japonaise. Qui pour le coup est un truc qu'on retrouve justement en Europe. Tu vois, en Italie, avec des talents variés, hein, mais avec des Joe D'Amato, tu vois, ou des types comme ça, ou en Allemagne justement. Oui, c'est sûr que D'Amato, c'est pas le même niveau que Solima. Ou en Allemagne avec toutes ces espèces de films de la fin des années 70 sur les camés à Berlin, Supermarket, Christian F, tu vois, ce genre de trucs-là, qui sont d'ailleurs parfois faits par des maquignons, hein, je veux dire, Uli Ledel, c'est pas c'est pas il a bossé le mec, il a fait le mec, il a fait de tout, c'est lui qui a fait le film sur la bande à Madère aussi. Exactement. Qui est pas d'ailleurs un mauvais film, hein, en termes de. Je préfère la troisième génération. Alors c'est pas Fassbinder, ça c'est sûr. Mais justement, mais Fassbinder à l'époque, c'était la même chose. Ce qu'il a raconté qu'il a fait Berlin à Alexanderplatz, donc sa série. C'est-à-dire que si tu veux faire des vrais films politiques et pouvoir dire des choses intéressantes, tu investis obligatoirement les formes qui sont le plus populaires. Bah oui. En Allemagne, ce qui marchait à mort à l'époque, c'était les mélodrames familiaux. Je fais pareil, je le prends, puis au milieu, je vais vous raconter des grosses saloperies, comme quand il fait des mélodrames avec le mariage de Maria Braun, et en fait, il fait juste toute une métaphore et là encore, sur l'Allemagne d'après-guerre. Et là encore, c'est intéressant de voir comment est-ce que ça, pour moi, ça dérive de cinéastes aussi, qui sont des cinéastes qui par ailleurs sont aujourd'hui extrêmement respectés, mais moi je pense à la boutonnière. Moi je pense de plus en plus qu'un mec comme Bergman, par exemple, c'est un mec qui est hyper radical, moi je trouve, dans son cinéma, et qui va utiliser une formule de cinéma suédois, parce que c'est ça, par exemple, le cinéma suédois, qui est un cinéma qui est évidemment beaucoup moins gros que le cinéma allemand, le cinéma italien, et qui n'a pas la même industrie du tout. Mais par contre, dans le cinéma suédois, qui est aussi une société très réprimée sur le plan moral, tu vas retrouver cette espèce de folie dans les années 70, avec du porno, avec des trucs hyper violents, des mondes movies, avec des mondes movies, voilà, avec Bergman. Voilà. Et t'as ce même sentiment de radicalité, même si c'est évidemment avec des niveaux de qualité et des niveaux d'intérêt qui peuvent être assez variés d'un film à l'autre ou d'un cinéaste à l'autre, quoi. Parce que bon, comment ça s'appelle le film avec la Thriller, Cruel Story, Crime à froid. Crime à froid, c'est pas Christina Lindbergh. Voilà, c'est pas tout à fait le même, c'est pas tout à fait aussi bon que du Bergman, mais le mec est un ancien assistant de Bergman, donc au bout d'un moment, c'est un film qui n'est pas dépourvu de qualité. Non. Moi j'ai vu la version, alors la version porno est un peu ardue, un peu racoleuse quand même. Ouais, puis avec des inserts porno qui sont bien cliniques, bien, presque un côté autopsie, quoi, tu vois, qui est. C'est-à-dire que c'est pas du tout le but recherché. Hein. Non, je sais pas à qui ça pouvait. Enfin, ça a sûrement dû émoustiller des gens à l'époque. Moi, je sais que ça m'a. On le king shame pas, Erwan. Mais après, chacun son truc, hein, chacun son kink, hein, effectivement. Donc voilà, on va faire une petite pause musicale, on va jeter les livres et sortir dans la rue.
Vous êtes toujours dans En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était le morceau Peace écrit par Hideki Ishima, extrait du film Jetons le livre, sortons dans la rue, donc de Terayama. Nous sommes toujours là à parler de violence et de révolution dans le cinéma japonais de l'après-guerre, avec la sortie donc de Soleil Rouge, une histoire du cinéma rebelle japonais de Stéphane Duménildo aux éditions Façonnage, et du coffret A Certain Killer et sa suite Killer's Eye, réalisé par Kazuo Mori en 1967, tous les deux, parce qu'à l'époque on perdait pas de temps. Et donc nous parlions un petit peu du contexte de l'après-guerre dans le cinéma japonais, des différentes formes que ça a pu prendre, les différentes formes de la violence politique, de la violence sociale et de la violence armée. Et un des grands genres du cinéma japonais est le film de Yakuza et de son évolution. Et là on va parler donc de A Certain Killer, un film de 1967, on va dire pile poil au milieu de notre bornage. Et qui est un film... Qui n'est pas un film politique. Non, qui n'est pas un film politique, mais qui est quand même un film avec un caractère social, on va dire. De toute façon, c'est forcé dans le cadre du cinéma de l'époque, qui est un film de tueur à gages sans coup de feu et sans arme à feu, mais il y a quand même des gens qui décanillent pas mal. Film sorti la même année que Le Samouraï de Jean-Pierre Melville, le film auquel il a été pas mal comparé, déjà parce que le titre français c'est Le Silencieux. Effectivement, le personnage principal est assez mutique. Mais je suis pas sûr que les deux films se soient influencés, parce que celui-là est sorti, je crois, au printemps 1967, et le deuxième est sorti au mois de novembre 1967. Ça semble un peu juste. Ça me semble un peu juste, mais en tout cas, il y avait peut-être un zeitgeist que les deux films ont capturé d'une manière assez différente. Mais en tout cas, je n'ai jamais été très fan du cinéma de Melville, et encore moins du Samouraï, même si ce film-là, par bien des façons, des rapports avec le film de Melville, dans le personnage mutique, dans le côté extrêmement stylisé, extrêmement posé, Certain Killer est quand même réellement différent, ne serait-ce que parce qu'il est ancré donc dans le Japon de 1967, de ses banlieues défavorisées, de ses terrains vagues et de ses bidonvilles, et que tout de suite, ça donne un caractère beaucoup moins léché et presque bourgeois que le film de Melville. Et Certain Killer, je trouve, déroule un très beau programme de tueurs en sourdine presque, parce que c'est un tueur qui ne bosse quasiment que à l'arme blanche, ce qu'on appelle de l'artisanat. Thibaut. Oui, c'est vrai qu'en regardant Certain Killer, en effet, on pense au samouraï. C'est vrai que les réflexions formelles, prennent en compte en fait la modernité cinématographique, et là, on est obligé en fait de le dire. C'est quand même, ça reste quand même incongru que ces deux films que les deux réalisateurs ne se soient pas rencontrés. Alors peut-être qu'ils ont discuté, peut-être qu'il y a une relation épistolaire, on n'en sait rien, hein. Ça a pu exister, ils se sont peut-être passé des coups de fil, mais je ne sais pas s'ils se connaissaient. Mais en tout cas, la gémelléité est manifeste. Après, pour Certain Killer, c'est vrai qu'il y a un côté beaucoup moins théorique et beaucoup plus terreux. Exploite, mais côté série B, quoi. Mais il y a un côté terreux, il y a un côté bas-fond, en fait, que le film de Melville ne convoque pas. Et en fait, ce côté terreux, sec, vraiment peu aimable, ça se retrouve dès l'intro qui est absolument magnifique. Jusqu'à l'arrivée du titrage du film, qui est magnifique également, où en fait sur le fond de revolver, incroyablement sur beau, rouge. Le jeu des couleurs est absolument admirable, alors que le générique fait peu ou prou 15 secondes, hein. Oui. Mais et il arrive au bout de genre 10 minutes, voilà. Mais alors que le film fait 80 minutes. C'est d'une beauté hallucinante. Mais cette introduction, en fait, où on suit, voilà, il y a des engins de chantier, on est dans un terrain vague, il y a un très très beau mouvement de caméra qui accompagne l'arrivée du personnage. On ne sait pas pourquoi le mec va pas là. On est dans un terrain vague, bidonville, on ne sait pas trop ce qu'il va. Il y a quelque chose qui va se construire ici. Ça va peut-être être après des gigantesques logements, on n'en sait rien, ou une immense usine Toyota, ou les grands ensembles. C'est probablement un espace qui a probablement totalement disparu aujourd'hui. Mais oui, c'est sûr que pour aller ramasser un caillou sur le lieu du tournage, ça me paraît très compliqué. Mais disons qu'en fait, le programme de cette introduction annonce le programme du film. Voilà, un pays absolument dévasté, un
un tueur à gages d'un immense professionnalisme. Là, on ne peut pas le nier. La scène, en fait, dans le restaurant où il va buter quelqu'un juste avec une espèce d'aiguille ou de... Si, c'est une aiguille. Hein. Attends. Et admirable de sécheresse et du coup de professionnalisme. Mais voilà, tu sens très bien que ce dont on parlait avec le bouquin de Stéphane Duminildo, en fait, A Certain Killer, la ressortie Spectrum, en fait, concorde parfaitement avec ça. Donc ce sont vraiment deux objets qu'on peut avoir ensemble et on peut faire naître des dialogues entre le bouquin et le film. Mais là où il y a le côté peut-être plus politique par rapport au film de Melville, c'est qu'en regardant le film, et après j'ai lu le bouquin, moi j'avais pensé au cinéma de Corbucci, direct, avec ces paysages crasseux, ces paysages qui sont vidés de leur sens. Corbucci connaît dans sa veine polar, donc la poursuite implacable, le revolver... Tous les paysages, en fait, sont dénués de mythologie. Il n'y a plus aucune mythologie dans ces paysages-là, et je trouve ça admirable, mais c'est typique en fait de la cinématographie japonaise et italienne des années 60, mais je trouve que voilà, le voisinage est évident, mais là où il y a un truc en plus, je trouve, c'est il y a une violence en fait par rapport à la profession, il est tueur à gages, donc forcément il est violent, mais il y a aussi une violence des échanges humains, qui n'est pas dite de manière totalement explicite, parce que le film, comme l'a dit Thomas, le héros est mutique, même tout le monde en fait est plus ou moins mutique, mais il y a de la traîtrise, il y a des jeux d'argent, enfin toutes les relations humaines sont absolument dégueulasses. Et je trouve que ça concorde bien. Elles ne sont vues que par le prisme de l'argent. Sauf le héros, parce que c'est ça le truc, c'est que il y a le héros lui est quand même qui est une figure tutélaire, et puis tu as les autres à côté. Et je trouve que ça raccorde bien avec cette notion de paysage dévasté, dénué de sens, dénué de mythologie, dénué de moralité. Alors en fait, ça revient un peu sur un truc qu'a fait Masao Adachi après fin des années 70, début des années 80, un film qui s'appelle Akai Serial Killer, où il avait développé ce qu'il appelle la théorie du paysage. En fait, il retraçait le parcours d'un personnage qui était un tueur en série par une série de plans fixes sur toute l'histoire de sa vie. Donc en fait, il avait remonté là où il était né, tous les endroits qu'il avait fréquentés pour essayer de voir comment est-ce que le paysage et l'environnement influencent aussi évidemment donc la psyché et les comportements donc des personnes dans le réel. Et là aussi, en l'occurrence, dans A Certain Killer, il y a de ça, sur comment est-ce que ces grands terrains vagues avec des énormes tours au loin influence le comportement et la volonté du devenir des personnages. C'est quelque chose qu'on retrouvera un peu chez Imamura dans La Vengeance est à moi, qui est un super film de serial killer de 79, moi que j'ai découvert récemment, qui est un super film, qui est un film assez dingue, tiré d'une histoire vraie. Mais pour revenir sur Certain Killer, moi, ce qui m'a plu aussi, c'est que c'est pas que un film sec, justement. C'est effectivement le côté melvillien. C'est un peu l'impression qu'on a en sortant du film. C'est pas pop comme Suzuki. Non, parce que justement, j'allais dire, parce que la même année, Seijun Suzuki sort 2 mois après La Marque du Tueur, qui est un film qui est beaucoup plus bariolé, beaucoup plus jazz, et qui aura pour le coup une influence énorme sur le polar japonais, et notamment sur Ghost Dog de Ginger Bush. Et notamment sur Killer's Eyes, donc qui est le deuxième film de cette saga qui ne contient que 2 films, mais où tu vois que ça a vachement influé, que le cinéma Suzuki était tellement puissant que c'est pour ça d'ailleurs qu'il était viré de la Nikatsu, mais que ça a vraiment influé sur le reste du polar japonais. Alors que là, c'est à la fois beaucoup plus sobre, et en même temps, il y a des moments dans le film, je trouve, où il y a des espèces de petits éclats un peu baroques, et justement un peu nouvelle vague. Je pense notamment à un moment... Nouvelle vague française, tu veux dire nouvelle vague japonaise même. C'est-à-dire qu'il y a un moment, par exemple, il y a une scène où le personnage... où on voit des photos de la guerre. Alors on comprend que le personnage en fait est un ancien militaire en fait qui a fait la guerre, et que son métier de tueur à gages, il est la conséquence en fait d'une espèce de retrait du monde après la défaite. De la continuation de la violence. Oui, de continuation de la violence, mais de quelque part... Quand tu butes des GI à Guadalcanal, après, après t'as envie de continuer. Mais de quelque part d'une violence qui n'est plus une violence aux ordres. Qui est une violence, parce que c'est ça le truc aussi, c'est que c'est plus une violence aux ordres, mais c'est quelqu'un qui se retranche en fait de la société civile, et c'est l'idée du terrain vague, c'est ça aussi, c'est de se mettre dans un endroit, et autour de lui gravitent des gens qui eux aussi sont des espèces de marginaux, une femme assez vénale, il faut bien le dire, un yakuza tout aussi cupide, voilà, des personnages, mais alors c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve, c'est que
il perd quand même pas de vue le côté héros, quoi. Le côté héros mythique, le côté samouraï quelque part. C'est-à-dire que le personnage principal, on a toujours l'impression qu'il a 3 coups d'avance sur les autres. Et les autres, en fait, sont perdus par leur cupidité ou par leur vénalité. Alors que lui, jusqu'au bout, en fait, il fait... Et d'ailleurs, même la conclusion du film, il n'y a pas de vengeance, il fait pas ça ni pour l'argent, et même quand il se fait avoir, il se venge pas derrière, en fait. C'est-à-dire que le gars est spirituellement, en fait, bien au-delà de tous les autres types qui sont autour de lui. Et en cela... Il est moral. Et en cela, il a une forme de morale, et qui est une morale qui vient de la défaite, justement. Et ça, c'est là qui est intéressant, qui est une morale qui vient du fait qu'il a conscience d'être un loser, il a conscience d'être celui qui a perdu, et il va développer une morale à partir de ça. Et sa morale, elle va lui servir dans son boulot à devenir un vrai professionnel, effectivement, et à penser, avec quelque chose d'assez militaire d'ailleurs, à avoir une vision stratégique, en fait, du crime, et pas simplement une vision bête et méchante de on me file du fric, je vais exécuter des types, quoi. Donc il y a cette... et quelque part, ce personnage-là a aussi une fonction de révélateur, c'est-à-dire que les autres, en s'affrontant à lui, finissent par prendre conscience de leur saloperie humaine, en fait. Parce que lui est inamovible. Voilà. Et je trouve qu'il y a un truc, c'est derrière ce film qui fait 80 minutes, qui est un film qui est hyper straight, même s'il est construit en flashback, il y a quelques flashbacks au début, il y a quelques petits effets quand même de narration où justement ces images de la guerre, en fait, et on se rend compte en fait qu'il est devant une affiche, en fait, où on voit des images comme ça fragmentées, qui fonctionnent comme des flashs, qui fonctionnent comme une image à refaire, comme des flashs documentaires. Voilà, je trouve que c'est un film intéressant parce que c'est vraiment un film qui est vraiment sur une ligne d'équilibre, sur un point d'équilibre entre cette espèce de sobriété japonaise, mais qu'on retrouvera chez Melville, justement. Oui, avec un super scope. Voilà, exactement. Et voilà, le sens du cadrage et tout. Et ce hiératisme de l'interprétation. Et au contraire, des moments plus baroques. Et le personnage féminin, par exemple, je trouve, est beaucoup plus baroque dans son approche que le personnage principal. Donc, en fait, il y a une espèce de confrontation à l'intérieur de ce film-là. Il y a une confrontation, je trouve, de plusieurs tendances du cinéma japonais et moi, je trouve qu'il fonctionne entre la plutôt nouvelle bien. vague, la modernité, un côté un peu plus classique. Complètement. Le choc des genres, en fait, qui je pense est assez marqueur, c'est assez typique dans le cinéma de genre de l'époque, mais où il y a une collision entre à la fois différents modes de pensée et différents modes de cinéma, quoi. Et c'est un truc qu'on retrouve un petit peu chez Gosha aussi, chez Hideo Gosha, où il y a un peu cette où il y a un petit peu aussi où Hideo Gosha, il a fait vraiment plein de trucs très différents, mais il est toujours resté sur cette espèce d'équilibre entre le côté un peu baroque, si tu regardes Goyokin par exemple, ou si tu regardes ou ces films de Yakuza, hein, justement, c'est pas baroque comme Mizumi, c'est pas baroque comme Fukasaku, mais c'est pas non plus straight comme Kurosawa. On est dans cette espèce d'entre-deux, justement 67, on est vraiment dans cette espèce d'entre-deux où on sent que le cinéma japonais est en train de se nourrir de plein de choses différentes. On parle de Kurosawa, mais déjà des années 50 et le début des années 60, Kurosawa aussi avec ses polars, avec des films de Yakuza, il rentrait déjà dans une modernité à plein pied. Entre le ciel et l'enfer, c'est quasiment lui au Japon qui l'a amené. Entre le ciel et l'enfer, pour moi, c'est presque un film de nouvelle vague, enfin, notamment la deuxième partie du film, toute la partie dans les bidonvilles, là, c'est quasi, pour moi, c'est un film de nouvelle vague. C'est tourné caméra à l'épaule, c'est en décor naturel, il y a plein d'acteurs non professionnels, enfin voilà. Là, c'est plus théâtral. Il y a un côté presque pièce de théâtre, parce qu'il y a presque un côté huis clos à certains moments. Ishikawa aussi faisait ce genre de choses. Ouais, voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est que moi, je me rends compte que ma connaissance du cinéma japonais n'est pas assez large pour pouvoir vraiment mettre en perspective ce film-là par rapport à ce qui se fait à la même époque, parce qu'en fait, il y a tellement de films que j'ai pas vus. C'est tellement productif. Et tellement de cinéastes que je connais pas. C'est comme à Hong Kong, peu, dans les années 80, comme les films se faisaient en 5-6 mois, donc ils ont une production énorme. Exactement. La plupart des réals, en tout cas dans des systèmes de production... C'est 2-3 films par an. Donc, avec la Toei, avec la Nikatsu, c'était 3-4 films par an, voire sur certains d'autres où ils étaient l'acteur, où ils étaient régisseurs, où ils étaient chef-op. Donc ça tourne énormément, d'où le fait qu'il y a une production où il n'y a pas forcément une masse de metteurs en scène gigantesques, hein, mais par contre, ils tournent tous énormément et dans différents genres, que ce soit Léo Akamatsu, Terayama et compagnie. Donc ça n'arrête pas, quoi. Et ils investissent plein de genres différents, mais parce que aussi il y a beaucoup de réalisateurs qui sont très énervés à l'époque parce que la nouvelle vague japonaise, ça part pas de gens, on va dire, qui sont... Ah bah c'est pas du bourgeois de droite comme en France. Comme en France, j'allais dire. Hiroshima, c'est un putain de gauchiste. Donc c'est-à-dire que c'est pas des gens qui partent de la théorie du cinéma pour faire des films, c'est des gens qui partent de la théorie politique et de la théorie
révolutionnaire pour faire du cinéma. Qui n'est pas vraiment la même limonade. Qui a vu Nuit et brouillard au Japon d'Oshima, voilà, ou même Conte cruel de la jeunesse. Bon, tu te dis, ouais, ok, tu as une radicalité effectivement politique qui n'arrivera en France qu'après mai 68, alors qu'elle est déjà présente au Japon en fait à la fin des années 50 en fait. Elle est déjà mais justement parce que il y a aussi le truc historique, c'est-à-dire que les premières manifs contre le traité, c'est tout début des années 60, contre le traité américano-japonais, c'est tout début des années 60. Donc il y a aussi une histoire d'événements en fait qui font que cette radicalité politique elle naît au Japon conformément finalement à des choses qui se passent dans la société japonaise à ce moment-là et qui vont créer des réactions assez épidermiques de la part de la population, quoi. Oui, et puis des deux bords. Oui. Donc voilà. De Guy Debord. De Guy, bien joué, bravo Thibaut, bravo, quel talent. On va s'arrêter là, donc rappelons la sortie aux éditions Façonnage de Une histoire du cinéma rebelle japonais de Stéphane Duménildo et chez Spectrum Film, donc de A Certain Killer de Kazuo Mori, dans lequel on retrouve aussi dans les bonus de Stéphane Duménildo. On va passer au coup de cœur. Tout à coup, Jean-Michel Mimosé... C'est de la merde. C'est de la merde. Je voudrais que tout le monde s'imprègne. Merde. Tout le monde s'imprègne de cette... C'est vraiment la plus grande merde des merdes. Alors, les coups de cœur, désolé Thibaut, mais priorité aux jeunes, avec le jeune homme autour de la table qui fait baisser drastiquement la moyenne d'âge de cette émission. Donc, Léonard, qu'as-tu découvert pour l'instant dans ce séjour, dans ce périple breton ? J'ai découvert du coup Massacre à tronçonneuse. Massacre à tronçonneuse, petit rappel, c'est un film qui est sorti en France en 1974, réalisé par Tobe Hooper. Au niveau de l'histoire, en fait, ce film va nous conter du coup le périple de jeunes qui vont aller faire la fête dans une maison familiale au Texas et qui vont rencontrer une famille de dégénérés aux tendances cannibales et nécrophiles, du coup, assez inspiré d'Ed Gein, du coup, un tueur en série américain. Ce qui m'a plu dans ce film, c'est l'ambiance assez poisseuse et la chaleur qu'on réussit à nous faire ressentir. Cette tension en fait constante, une sorte de malaise qui est causée du coup par les déviances des antagonistes et l'hystérie surtout sur la fin du personnage principal. La violence dedans est assez implicite en fait, comme Shining, il y a très très peu de sang et c'est malgré tout très très dérangeant. Le méchant est très très complexe, du coup Leatherface, parce que contrairement en fait à d'autres films d'horreur ou du coup des slashers, en fait c'est pas lui qui va aller attaquer directement les gens, mais c'est les gens, les protagonistes qui vont s'introduire dans son antre et qui vont l'agresser. Du coup on peut se poser la question est-ce que c'est lui qui agresse ou c'est lui qui se fait agresser, parce que c'est un attardé du coup, et en fait lui il veut juste protéger sa maison quoi, qui se fait un peu violer par ces gens. Du coup c'est un film qui fait vraiment vraiment peur, j'ai jamais ressenti ça avant avec un film très poisseux, dérangeant au possible. Avec des tatous morts. Merci beaucoup Léonard, mais je confirme de toute façon, on a tous eu peur de pareil, on partage. Merci beaucoup Léonard, c'est un excellent choix. On souscrit. Carrément Floré. Moi, ça va être K-19 ou K-19 de la reine Catherine, de la reine Catherine. Son film de sous-marin. Alors, on passera sur l'accent russe d'Harrison Ford, bien entendu, et de Liam Neeson. C'est un super film, K-19. Le piège des profondeurs. Mais The Widowmaker en anglais. Ouais, c'est mieux, le faiseur de veuve. Mais voilà, grand film sur la problématique bureaucratique qui n'écoute pas en fait les subalternes et les soldats ouvriers, surtout grand film sur une communauté en construction, communauté dont l'acte de naissance est le terreau fertile et seulement l'échec. Merci Floré, docteur. Alors moi ça sera une BD, ça sera la BD Neonomicon, voilà, BD scénarisée par Alan Moore et dessinée par je sais plus, c'est Burroughs, Jocelyn Burroughs je crois, c'est ça, donc est en fait une espèce de prélude à Providence et donc relecture méta par Alan Moore des écrits de H.P. Lovecraft et c'est vachement bien, et notamment il y a une scène de partouze glaucarde dans ce truc que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, une scène. Moi, j'appelle ça un lundi. Ah ouais, c'est exactement. C'était Blerk, c'était bien Blerk. Merci docteur. Et selon moi, ce sera Door, film japonais de Banmei Takahashi de 1988, film de Home Invasion qui commence un peu comme un drame familial sur une meuf qui se fait chier dans son foyer et avec un colporteur qui va finir par la harceler et foutre des coups de couteau et des coups de hache dans toute sa maison, pour carrément virer vers un thriller de palmesque, donc c'était super chouette. On va s'arrêter là. Merci beaucoup Margot à la mise en son de cette émission. Merci Léonard d'être passé parmi nous.
Prochaine émission, prochaine édition, ça, pour l'avant-dernière, parce que là c'était l'antépénultième émission. Exactement. Donc à la semaine prochaine, prochaine émission, prochaine édition. Ciao, bonsoir. Salut. Salut.